Il est 13 h, bonjour à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. Son Excellence Sahle-Work Zewde, présidente de la République fédérale de l'Éthiopie, était hier jeudi en Côte d'Ivoire pour une visite de 24 heures. Elle a été reçue au palais présidentiel par le chef de l'État Alassane Ouattara. La présidente de la République fédérale de l'Éthiopie et le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara ont évoqué l'excellence des relations de coopération qui existent entre leurs deux pays. Le projet d'adressage des rues a été officiellement lancé hier dans la commune de Koumassi par le Premier ministre chef du gouvernement Patrick Hachi. Les habitants de la commune ont reçu hier de ses mains leur certificat d'adresse. À suivre dans cette édition le reportage de notre reporter Jean-Louis Gongo. Et puis au Nigeria, Amnesty International alerte sur la situation de près de 10 000 familles de déplacés internes installées à Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno. Les projets de fermeture des camps de déplacés dans le nord du pays pourraient mettre en danger des dizaines de milliers de personnes. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. La présidente de la République fédérale de l'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, était hier jeudi en Côte d'Ivoire, nous le disions à l'instant dans les titres, pour une visite de 24 heures. Elle a été reçue au palais présidentiel par le chef de l'État, Alassane Ouattara, occasion pour les deux personnalités d'échanger sur les questions de coopération entre leurs deux pays, une coopération qui se porte bien. Jérôme Kofi Aboula. 24 heures. C'est le temps de la visite de la présidente de la République fédérale d'Éthiopie sur le sol ivoirien. Nous sommes jeudi 16 décembre 2021. La pluie au rendez-vous à l'arrivée de l'illustre hôte au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire a fini par avoir raison des honneurs militaires prévus pour son accueil. Toutefois, l'entretien entre la présidente de la République fédérale d'Éthiopie et le chef de l'État ivoirien s'est longuement déroulé dans une ambiance très détendue. Lequel entretien a permis à Mme Sahle Zewde de faire le point de la situation qui prévaut en ce moment en Éthiopie au président ivoirien Alassane Ouattara pour ses conseils pouvant contribuer à éviter le chaos à Addis Abeba. Je suis venue principalement pour briefer mon frère et Monsieur le Président sur la situation qui prévaut dans mon pays, en fait dans la sous-région. L'Éthiopie, comme vous le savez, a été à la une de beaucoup de médias, mais la réalité est tout autre que ce que nous voyons dans les journaux ou dans les médias internationaux. Donc j'étais venue pour lui rendre compte de la réalité sur le terrain et de voir ensemble, puisque ce genre de vicissitudes de l'histoire, la Côte d'Ivoire l'a connu aussi. On a beaucoup à apprendre de la Côte d'Ivoire et lui dire que nous avançons, que la situation se stabilise et que nous aurons bientôt un dialogue national qui déterminera l'avenir du pays. Pour la présidente de la République fédérale d'Éthiopie, les échanges qui viennent de se dérouler entre elle et le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara vont dans le sens des relations excellentes que la Côte d'Ivoire entretient depuis son indépendance en 1960 avec son pays. Et le dialogue politique en Côte d'Ivoire officiellement ouvert hier du côté de la primature par le Premier ministre Patrick Hachi. Représentants de partis politiques de l'opposition, partis au pouvoir et membres du gouvernement se sont rencontrés. Tous ont salué la reprise du dialogue politique national. Reportage. Reprise ce jeudi matin de la 5e phase du dialogue politique à la primature en présence du chef du gouvernement, Patrick Hachi. Les représentants des partis politiques de l'opposition comme ceux du pouvoir assis à la même table, la dernière fois qu'ils s'étaient retrouvés dans ce cadre, c'était il y a presque un an, le 29 décembre 2020. Moment fort de cette rencontre, 7 minutes de silence observées en la mémoire des ex-premiers ministres Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko et ex-ministres Sidiki Diakité et Kabran Apia, grands acteurs de ces échanges politiques qui ont incontestablement permis des avancées notables. Se félicitant des acquis obtenus, le Premier ministre Patrick Hachi n'a pas manqué de planter le cadre de ces échanges en appelant chacun des acteurs politiques à privilégier l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, conformément aux engagements du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, et sur ces instructions, je vous ai conviés pour vous annoncer officiellement
le lancement d'une nouvelle phase de notre dialogue politique national, dont les échanges à venir seront, j'en suis sûr, francs, respectueux de nos différences et porteurs d'une même ambition de concorde et de rassemblement pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. C'est dans cet esprit que s'inscrit cette cérémonie. Ainsi, au terme de la présente séance d'ouverture, Monsieur le ministre de l'Intérieur conduira les échanges avec vous en fonction de termes de référence qui seront définis. Ces termes de référence devront tenir compte de l'évolution de notre pays. En effet, le contexte actuel a fondamentalement changé. Les temps de crise sont passés, les Ivoiriens regardent vers l'avenir et le développement. Et le cadre de nos échanges doit s'inscrire dans cette nouvelle réalité nationale et cette nouvelle dynamique positive pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Et se tient à dessein en dehors de tout calendrier électoral, va donc naturellement se dérouler dans un climat social apaisé. C'est une chance que nous devons saisir. Par-delà les différences de vues légitimes qui font la nature même de la richesse d'une démocratie, afin de construire ensemble l'avenir que nous souhaitons pour cette nation que nous portons, je le sais, toutes et tous si haut dans notre cœur. Remerciant le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour ce cadre d'échange politique à nouveau ouvert, les représentants des partis politiques de l'opposition ont à tour de rôle donné leur point de vue pour ce qui relève de la tenue de cette 5e phase du dialogue politique. L'ouverture des débats se fera le 21 décembre 2021 à la primature. Et dans le cadre de la reprise de ce dialogue politique, les organisations de la société civile ont été conviées à des échanges avec le gouvernement. Le Premier ministre Patrick Hachi les a rencontrés hier dans l'après-midi, les organisations de la société civile qui sont donc ainsi invitées à apporter leur contribution à la paix sociale et à la cohésion nationale. Initié depuis 2012 par le gouvernement ivoirien suite à la volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara, de maintenir un dialogue permanent entre les acteurs de la scène politique pour ainsi préserver un climat sociopolitique apaisé. Le dialogue politique a permis d'obtenir des avancées notables, nous le disions à l'instant. Retour sur les temps forts du dialogue politique ivoirien avec Alexis Ouadraogo. Tout commence début 2012. Le Premier ministre d'alors, Aoussou Diojano, reçoit sur instruction du chef de l'État l'opposition à la primature. Objectif, mettre en place au lendemain de la crise qu'a connue le pays, une plateforme d'échange pour apaiser le climat sociopolitique. Il est question ici de voir comment avec le gouvernement un cadre peut être créé pour que nous y discutons ensemble. Au sorti du conclave de Bassam, les 27 et 28 avril 2012, le cadre permanent de dialogue qui deviendra dialogue politique voit le jour. Une architecture se crée, côté gouvernement, un pôle politique constitué de ministres qui seront désormais les interlocuteurs des partis politiques, notamment ceux de l'opposition. Novembre 2012, Daniel Kablan-Duncan est le nouveau patron de la primature. Il s'inscrit bien vite dans la vision du chef de l'État de maintenir le dialogue avec l'opposition. Malgré les contestations et autres boycotts, le gouvernement manœuvre à maintenir un dialogue permanent avec une vision précise, préserver le climat sociopolitique. Bonne année. Janvier 2016, le chef de l'État Alassane Ouattara, lui-même dans le cadre de ce dialogue, rencontre Pascal Affi-N'Guessan, chef du Front populaire ivoirien. Des échanges qui aboutiront à la libération de détenus de la crise post-électorale. C'est une réunion qui, par son contenu et par sa qualité, marque une autre étape, une autre phase du processus démocratique dans notre pays. 10 janvier 2017, Amadou Gon Coulibaly est nommé Premier ministre. Sous lui, le dialogue politique prend une dynamique nouvelle. Il faut aplanir les différends et garantir une présidentielle de 2020 apaisée. En janvier 2019, il lance une approche séquencée du dialogue, ouverte à la société civile. Du 24 janvier au 26 juin 2019, une première phase portant sur la recomposition de la commission électorale indépendante. La seconde phase, toujours dans le même esprit d'ouverture et de dialogue, devait définir les règles devant régir l'organisation des élections.
Mais à l'heure des synthèses et travaux, difficile de trouver le consensus. Mais le temps est court et les élections approchent. Le gouvernement presse les pas et encourage les efforts de dialogue, toujours dans l'intérêt supérieur de la nation. Nous avons déjà dit que la CEI doit être mise en place au cours du mois de juin donc 2019 pour permettre à la CEI de préparer dans la sérénité les élections de 2020. Les partis de l'opposition ont eu l'occasion d'exprimer ce qu'était la position donc, de l'opposition en ce qui concerne donc, la CEI. Donc à partir de ce moment, je considère que ce qui va compter, c'est ce qui ressort du débat collectif. Le nouveau code électoral prenant en compte les points d'accord communs sera finalement établi. Avec le démarrage du processus électoral de 2020, l'opposition relance le débat sur la commission électorale indépendante et lance le boycott du scrutin en demandant dans la foulée la réouverture du dialogue politique. Le gouvernement y donne droit et appelle les 15, 16 et 17 octobre l'opposition à des échanges. Mais voilà, les chaises restent vides. Comme le disait le président Oufoué, quel que soit le niveau des crises, à la fin, c'est toujours par un dialogue que cela se termine. Il faut faire l'économie des crises et commencer par le dialogue. Donc nous sommes disposés. Ahmed Bakayoko, alors Premier ministre, finira par obtenir des différentes parties un consensus sur des recommandations fortes pour la tenue des élections législatives en mars 2021 et la poursuite du dialogue sur les questions connexes. Ce jeudi, Patrick Achi prend la relève dans un objectif unique, toujours préserver les acquis et maintenir un climat sociopolitique apaisé. Deuxième titre de cette édition, des habitants de la commune de Koumassi ont reçu hier des mains du Premier ministre Patrick Achi leur certificat d'adresse. C'était au cours de la cérémonie officielle de lancement du projet d'adressage des voies et lieux publics du district d'Abidjan, un projet qui contribuera à la gestion et au fonctionnement des services urbains, ainsi qu'à l'amélioration globale de la planification et du développement local des territoires. Jean-Louis Pambo. Les gars, ils vont venir, non, pour venir Grand Carrefour, après pour la machine de Koumassi, pour dépasser, pour il y a boulangerie à rentrer, maintenant il n'y a pas ça. Une fois tu arrives, je dis 429, vous venez arriver directement chez moi. Non, c'est plus Abidjan, ça c'est fini. Ils ont été les premiers à recevoir le certificat d'adresse à la faveur du lancement du projet d'adressage des voies et des lieux publics qui s'est déroulé dans leur commune à Koumassi. Ce projet couvre les 13 communes d'Abidjan et vise la mise en place d'un référentiel unique d'adressage en commençant par Abidjan. Il a été décidé de donner une adresse complète, bâtiments, rues, communes aux résidents et entités économiques d'Abidjan et de ne pas se limiter seulement aux seules plaques de rue ou au numéro de porte. Il a été aussi décidé de donner à l'adresse une portée administrative, légale et économique. Cela consiste à faire en sorte que nos administrations centrales et locales introduisent l'adresse physique dans toutes leurs procédures. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 8,5 milliards de francs CFA, l'adressage présente des impacts multiformes. Il rentre dans la politique globale de modernisation de la gestion et du fonctionnement des services urbains. S'orienter dans la ville, faire connaître son entreprise, bénéficier des services publics essentiels, y compris des services de secours. Ce sont là des améliorations si évidentes et précieuses dont nous nous sommes si longtemps passés et bien trop longtemps privés, effectivement. En plus d'améliorer la planification et le développement des territoires, l'opération d'adressage aura un impact sociologique. Ce projet est l'occasion unique de valoriser la richesse de notre patrimoine, culturel et historique, naturel ou artistique. De célébrer aussi les noms et les prénoms des femmes et des hommes qui ont façonné la terre des Burnis et fait l'honneur de notre République ou même du quartier de Koumassi. Il y a des personnes ici qu'on connaît, qui ont été des personnalités importantes de ce quartier, qui ont fait des choses importantes, qui ont laissé des traces et dont on veut un jour se souvenir de génération en génération. Alors, on peut donner leur nom à une rue. Le projet d'adressage a démarré officiellement le 1er juillet 2021. Il sera mis en œuvre sur une durée de 36 mois. La première zone test couvre les communes de Marcory et de Koumassi pour éprouver et fiabiliser les méthodes.
Et dans le fil de l'actualité, cet atelier de réflexion portant sur la quête de solutions en vue de faire face à l'extrémisme violent, atelier initié par le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, auquel ont pris part des représentants d'institutions, de ministères, de la société civile et des partenaires au développement. Reportage. Lutte contre l'extrémisme violent. La question est au cœur de cette rencontre. Le PNUD et les autorités ivoiriennes, en quête de solutions face à ce phénomène, sont réunis pour mener les réflexions. L'organisation de cet atelier ce matin résonne comme un appel, celui de la nécessité de réduire les inégalités à travers un développement socio-économique des régions et des zones sensibles, celui d'une gouvernance équitable pour une meilleure intégration de leur communauté, celui de préserver notre jeunesse des risques potentiels de basculement vers les mouvements radicaux, des risques qui sont une conjonction de leur vulnérabilité et de la porosité de leur environnement. Les échanges devront déboucher sur des conclusions fructueuses, concrètes et rapidement réalisables. En attendant, la Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Jeunesse, a établi un plan d'urgence sur la période 2020-2024 pour réduire les risques de recrutement des jeunes des zones jugées sensibles au terrorisme et à l'extrémisme violent. Dans le but de faire des jeunes des acteurs essentiels de la lutte contre ces maux et empêcher leur enseignement dans notre pays, un plan d'urgence visant à contenir le risque de recrutement des jeunes dans les zones jugées sensibles au terrorisme et à l'extrémisme violent, notamment la bande nord allant du Folon à la région du Pokani en passant par le Tchologo, sera mis en œuvre. Ce programme spécial permettra d'offrir des opportunités de formation et d'insertion professionnelle à 19 812 jeunes dans ces régions pour à peu près 8 milliards de francs CFA. Cet atelier vise principalement la contribution à la définition des solutions de développement qui aidera à lancer le mécanisme de coordination de la prévention de l'extrémisme violent en Côte d'Ivoire sous le leadership du PNUD. Un reportage de Marie-Laure Goretti commenté par Konaté Moussa. Faire connaître les missions du médiateur de la République aux responsables de l'administration. C'est l'objectif des différentes tournées engagées par le médiateur délégué de la République pour les régions du Béret, du Bafing et du Ouorodougou, Sorodo Siélé. Il est allé à la rencontre des directeurs et chefs de services publics et parapublics du département de Séguéla, Godefroy Okambawa. Faire connaître l'institution qu'il dirige. C'est l'objectif de la mission initiée récemment par le médiateur délégué de la République pour les régions du Béret, le Bafing et du Ouorodougou. Sorodo Siélé est allé à la rencontre des directeurs et chefs de services publics et parapublics du département de Séguéla, sans oublier le comité de veille de cette localité. Une rencontre qui s'inscrit dans la politique de vulgarisation des missions de l'institution auprès des populations. C'est des rencontres d'échange. Ça permet à certaines personnes de vous éclairer sur un certain nombre de points et ça permet aussi à des personnes de faire des contributions. Il s'agit pour nous de faire en sorte que nous arrivions à créer des plateformes de collaboration avec l'ensemble des administrations et des structures qui sont à Séguéla. Les participants à ces rencontres ressortent édifiés. Il s'agira pour eux de renforcer la collaboration pour une gestion efficace des conflits entre les populations et l'administration. Vulgariser l'existence de l'institution auprès des directeurs et chefs des services, pour nous, c'était vraiment l'une des clés pour faire connaître davantage l'institution. C'est une institution, on entendait parler, mais qui était mal connue de la grande population. Et aujourd'hui, je sors de cette séance de travail édifié. Et je pense que c'est une bonne institution. Des échanges qui se sont articulés également autour du thème « L'institution, le médiateur de la République, protecteur des droits du citoyen et acteur de paix et de renforcement de la cohésion sociale ». Selon la délégation du médiateur de la République, le comité de veille et de suivi de la cohésion sociale dans le département de Séguéla a déjà été saisi d'une quarantaine d'affaires en lien avec les conflits de chefferie, de délimitation des terres villageoises et des requêtes à l'encontre de l'administration locale. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, il faut continuer de faire attention. De nouveaux cas de contamination sont enregistrés.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier jeudi 16 décembre 2021 55 nouveaux cas de Covid-19 sur 2445 échantillons prélevés, soit 2% de cas positifs, 12 guéris et 0 décès. À la date donc du 16 décembre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 61 998 cas confirmés, dont 61 044 personnes guéries, 706 décès et 242 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 184 554. Le 15 décembre, 166 260 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 5 633 496 doses du 1er mars au 15 décembre. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes âgées de plus de 18 ans à se faire vacciner. La vaccination contre la Covid-19, qui, rappelons-le, reste gratuite et volontaire. Le Centre de démonstration et de promotion des technologies, en abrégé CDT, a pour ambition de renforcer la capacité technologique de la Côte d'Ivoire par le transfert de technologies. Comme solution pour atteindre cet objectif, des machines ont été présentées au cours de la journée de promotion des innovations technologiques de ce centre. C'était en présence d'élus locaux et de participants venus nombreux assister à l'événement. Tanguy. Fabricante de savon artisanal dans le nord du pays, Geneba est impressionné par les performances des machines exposées dans les locaux du Centre de démonstration et de promotion de technologie CDT. Donc c'est pour Kabakula, en tout cas nous on voulait. Ça nous a plu beaucoup parce que ça nous aide. Ça va nous aider pour travailler. Parce que quand on fait là, nous on s'assoit et puis on fait. Mais s'il y a une machine là, tu mets dedans. Dès que c'est prêt là, tu enlèves et puis tu fais. La performance des machines inspire des idées, des projets aux élus locaux ayant pris part à cette journée de promotion des innovations technologiques du CDT. Nous pouvons proposer aux autres conseillers et au président d'adopter cette politique qui est d'acheter des machines, organiser les jeunes, organiser les femmes en entreprise et leur concéder la machine. Et puis, mettre par derrière un suivi pour potentialiser leurs revenus. Si pratiquement dans chaque village, on peut trouver ce genre de machines, je suis sûr que ça va ouvrir l'esprit aux jeunes. C'est justement l'idée de création de petites entreprises que le Centre de démonstration et de promotion des technologies CDT veut insuffler. Incubation pour les jeunes, incubation parrainée par les collectivités, par les ONG, par les personnalités. Les jeunes viennent, ils se familiarisent avec l'outil de production, ils apprennent à connaître leur marché et quand ils sortent d'ici, qu'ils vont s'installer, ils savent de quoi il s'agit. Le Centre de démonstration et de promotion des technologies CDT a été créé en 2007 et est né de la coopération bilatérale entre l'État de Côte d'Ivoire et l'État de l'Inde. Reportage signé Tanguy afin de soutenir l'autonomisation de la femme dans la commune de Beaunois et accompagner l'initiative du gouvernement dans ce sens. L'ONG ADEO, qui signifie en langue locale bienfaisance, a apporté un appui financier à 3 coopératives de femmes de cette commune. On en sait plus avec Godefroy Kambawa. Après avoir équipé il y a quelques jours la bibliothèque du groupe scolaire Beaunois 2, l'ONG ADEO vient de procéder à un appui financier de 5 millions de francs CFA à 3 groupements de femmes de la ville de Beaunois. L'initiative vise à réduire la pauvreté et promouvoir l'autonomisation des femmes dans cette localité. Il était important pour nous de venir en soutien aux jeunes, aux femmes de la commune qui manquaient de moyens pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou bien agrandir leur commerce. Le porte-parole des bénéficiaires a exprimé sa reconnaissance à l'ONG ADEO qui œuvre depuis des années par ses actions à l'amélioration des conditions de vie des populations de la ville de Beaunois. L'initiative de l'ONG ADEO est soutenue par le président du conseil régional du Sud Comoé, Eugène Akawele, président du CESEC. ADEO signifie en langue locale bienfaisance. Dominique Ouattara, au service du prochain. C'est le titre d'un film documentaire réalisé par la Fondation des artistes africains, la FAFA. Ce film met en exergue les actes de charité, d'humanisme élevés de la première dame Dominique Ouattara en faveur des personnes démunies de Côte d'Ivoire. Il a été projeté au Palais de la Culture de Treichville. C'était hier jeudi, 16 décembre 2021. Jean-Marc Tchéchi. C'est dans une salle comble du Palais de la Culture de Treichville que des milliers de spectateurs visionnent la dernière production de la Fondation des artistes africains. Dominique Ouattara, une vie au service du prochain. Une série de témoignages inédits
conceptualisé et mis en œuvre pour la première dame. Ce film documentaire dévoile pour la postérité la partie visible de l'iceberg des actes de générosité de la présidente de la Fondation Children of Africa. Des millions d'enfants vulnérables en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde ont pu retrouver le sourire grâce à l'humanisme de la première dame Dominique Ouattara. Après projection, le public ne cache point sa satisfaction. C'est un film qui pérennise les actions de la première dame. C'est un film qui va permettre aux générations futures de savoir ce que la première dame a pu faire pour les populations. Hommes de médias, artistes, politiques, organisations de défense des droits des enfants, tous se sont engagés à promouvoir les valeurs véhiculées dans le film par la première dame. Quand tu restaures la dignité des femmes, ces enfants de la rue, tu leur tends la main, mais ils ont besoin de vivre aussi. Et c'est ça, Mme Dominique Ouattara. Les moyens qu'elle a apportés, tant personnels que mobilisés par ses propres actions, ont permis à de nombreuses coopératives qui vivotaient de devenir de véritables petites entreprises qui gagnent leur vie et qui valorisent effectivement la femme. L'occasion est donnée pour l'assistance de célébrer en ce jour l'anniversaire de la première dame. Ce jour qui a été choisi pour la projection du film à Treichville est le 16 décembre, qui est en même temps l'anniversaire de naissance de Madame la première dame. Et c'est pour cela que tous les invités d'honneur, toutes les populations de Treichville ont tenu à lui dire joyeux anniversaire et demander au Tout-Puissant, qui a permis à la Côte d'Ivoire de découvrir cette grande dame, cette dame au grand cœur, de lui accorder encore de nombreuses années. L'équipe de production compte étendre la diffusion du film Dominique Ouattara, une vie au service du prochain, dans les 10 communes du district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Et joyeux anniversaire à la première dame Dominique Ouattara. Et puis il se tiendra à très bientôt dans la commune du Plateau, la 3e édition du Plateau Fashion Street, événement qui célèbre la mode. L'objectif visé par la municipalité de la commune du Plateau est de faire de la ville d'Abidjan la capitale de la mode en Afrique et d'aller bien plus loin, hisser le pays au rang des places fortes dans l'univers de la mode. Marie-Loïse Trié-Ourou, Salimatou Dia. Et c'est reparti pour le Plateau Fashion Street. Initié depuis 2019 par le conseil municipal du Plateau, ce grand événement de mode est devenu le rendez-vous des professionnels et mordus de la mode. Proposer une autre façon de faire des événements de mode, tel est le défi que s'est fixé la municipalité. Nous voulons que le Plateau soit vraiment cette plaque tournante comme les Paris et toutes les grandes capitales. 12 créateurs de mode venus du Togo, du Maroc et du Nigeria prendront part au grand défilé de cette 3e édition. Notre objectif est de faire de PFS un événement qui compte dans le calendrier de la mode africaine, de la mode internationale. Nous invitons massivement le grand public à participer à cet événement. Les festivités démarreront le 17 décembre par une exposition-vente qui s'étendra jusqu'au 24 décembre. Inculquer la culture du sport aux enfants, aux tout-petits, c'est certainement l'objectif que désirent atteindre les organisateurs du marathon des tout-petits du Centre de protection de la petite enfance de Cocody. Ce marathon en est à sa 4e édition, une activité dont se réjouit le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Routianga Noël Danyogo, Eugène Atoubé. De l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, à leur établissement, les tout-petits du Centre de protection de la petite enfance de Cocody ont pris du plaisir à courir et ils y ont mis du cœur. Nous sommes à la 4e édition du marathon du CPPE de Cocody, une activité sportive qui permet l'épanouissement des tout-petits. Enfants et parents d'élèves apprécient. J'ai fait le marathon des tout-petits ce matin. J'ai couru au dehors. C'est une très belle initiative. Ça permet aux enfants d'ouvrir leur esprit. Je voudrais encourager cette action et surtout féliciter Madame la directrice. Pour le directeur de l'Institut national de formation sociale INFES, cette activité est l'aboutissement d'une semaine d'activité médicale avec l'intervention de plusieurs médecins. C'est vrai, nous apprenons aux enfants à préparer le cycle scolaire, mais dans le cadre de cette préparation, il y a le sport aussi qui fait partie intégrante de nos modules de formation. Et chaque année, nous faisons des marathons annuels pour montrer aux enfants qu'ils doivent, au-delà de l'école, pratiquer aussi le sport. Nous nous réjouissons qu'il y ait de telles activités
parce que la prise en charge des enfants dans un centre de protection de la petite enfance procède de l'éveil des facultés physiques, mentales et socio-affectives. L'activité physique favorise une croissance et un développement, indiquent les médecins, qui ajoutent que le sport permet à l'enfant de maîtriser de plus en plus l'habilité motrice et fait travailler ses muscles. Voilà, de belles images de nos tout petits faisant du sport. Dans l'actualité internationale, au Nigeria, Amnesty International alerte sur la situation de près de 10 000 familles de déplacés internes installées à Maiduguri, la capitale de l'État du Borno. Les projets de fermeture des camps de déplacés dans le nord du pays pourraient mettre en danger des dizaines de milliers de personnes. D'autant qu'au Nigeria, de nombreuses zones échappent encore au contrôle des autorités. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.